Bienvenue à la première capsule vidéo sur la géométrie du triangle. Alors, durant cette série de capsules vidéo, on va commencer avec l'introduction au raisonnement déductif en géométrie et notamment sur le triangle. Et on va se rendre ultimement jusqu'à la trigonométrie du triangle. Donc, on va parcourir le raisonnement déductif, donc ce qu'on retrouve, les raisonnements qu'on peut retrouver par rapport au triangle, la notion de triangle semblable, euh, les conditions minimales des triangles semblables. Après ça, on va voir les relations métriques qu'on peut appliquer au triangle rectangle. On va aussi voir dans le cadre de cette série le début de la trigonométrie et du triangle rectangle pour se poursuivre avec les triangles quelconques. Donc, on va faire un bon bout de chemin par rapport au triangle. Alors, j'ai illustré diverses images qu'on peut retrouver par rapport au triangle. Dans la première ici, on voit que on n'ira pas jusque-là, mais il se pourrait qu'on fasse quelques petits exemples qui touchent les triangles inscrits dans un cercle. On s'aperçoit ici que on a la notion de centre de gravité. Donc, lorsque on a les points milieux, les médiatrices qui se rencontrent au centre. Donc, c'est un rappel peut-être pour certains d'entre vous que les médiatrices se rencontrent au centre de gravité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ensuite de ça, l'image qu'on a en bas, les trois types de triangles qu'on connaît. Donc, les triangles acutangles, où les trois angles sont aigus. Le triangle rectangle, où un des angles est droit. Bien sûr, les deux autres sont aigus. On est à cause que la somme des mesures des angles intérieurs donne 180 degrés. Et un triangle obtusangle, où un des angles est aigu, est obtus, pardon. Donc, supérieur à 90 degrés. Dans cette illustration ici, on a deux triangles inscrits, mais en réalité, on produit plus de triangles qu'il faut. Donc, on a pris les points centres, on a créé un autre triangle. C'est surtout le triangle à l'intérieur dont je voulais parler. Il faut se rappeler que dans un triangle, il y a autant de il y a trois hauteurs parce qu'il y a une hauteur issue de chacun des côtés. Alors, par exemple, pour le sommet A, ici, alors on a le segment BC. On peut produire une hauteur issue du sommet A. J'ai dit issue des côtés, mais c'est issue des sommets. On l'appelle hauteur de A. Une première hauteur. Ici, donc le sommet C, si on s'en va à son côté opposé, AB, on peut produire une hauteur qu'on va appeler H de C. Donc la hauteur issue du sommet C. Et même chose pour le sommet B. Et les trois hauteurs se rencontrent en un point qu'on appelle l'orthocentre. Enfin, la dernière image nous montre BC parallèle à DE, ce qui va nous produire des triangles semblables. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait vous rappeler l'homothétie de centre A, ce qui est vrai. Et puis, on va voir que c'est une des configurations, la première configuration du théorème de Thalès, qu'on verra dans le cadre de cette série de capsules. Alors, pour l'instant, cette capsule va se spécialiser sur l'introduction au raisonnement déductif en géométrie. On va commencer par aller voir le vocabulaire et les principes à utiliser lorsqu'on veut faire du raisonnement déductif en géométrie. Le raisonnement déductif est un processus mental par lequel une suite d'inférences mène à une conclusion. Alors, il s'agit d'analyser des informations connues, de les agencer les unes avec les autres, afin d'en déduire une information auparavant qui était inconnue. La déduction est un des éléments de base de la logique. Déduire, c'est tirer des conclusions. Alors, on fait du raisonnement déductif ailleurs qu'en mathématiques, bien sûr, on en fait un peu partout dans la vie. Donc, on va tirer des conclusions à partir d'informations, des fois fragmentaires. C'est une des forces que nous avons, nous les humains. Par contre, il arrive qu'on tombe dans des pièges déductifs, donc des pièges de raisonnement, qu'on se convainque qu'une chose est vraie alors qu'on n'a pas suffisamment de raison de le croire. En mathématiques, on va chercher à éviter ces pièges-là. Alors, on va prendre pour acquis seulement ce qui est démontré. Alors, et pour se démontrer, on va s'astreindre à la plus grande rigueur. On ne se permettra pas
d'énoncer quelque chose sans avoir tout ce qu'il faut pour prétendre que c'est vrai. Alors, c'est un des éléments de base de la mathématique parce que la mathématique, on produit des briques, si on veut, c'est une analogie qu'on utilise souvent, des briques de connaissances et on construit l'édifice de la mathématique, une brique par brique, et on doit s'assurer que toutes les briques en dessous soient solides. Donc, pas juste, pas juste raisonnablement solides. On est absolument certain que tout ce qui vient en dessous a été démontré et donc on ne peut pas le nier, et ce qui nous permet de construire sur des vérités. C'est la force des mathématiques. Sa faiblesse, toutefois, c'est qu'il faut s'astreindre à cette grande rigueur-là, avec le symbolisme qui va avec, et ça peut être un peu plus difficile à apprendre. On va commencer par voir le vocabulaire relatif au raisonnement déductif. La première, la définition. Alors, en géométrie, la définition d'une figure, c'est une description de ses caractéristiques essentielles qui permettent de la distinguer des autres. Ça demande une grande rigueur, encore une fois. Alors, par exemple, si on parle de la définition d'angle alterne interne. Il y a d'abord la notion d'angle. Alors, souvent, à tort, on ne sait pas, mais qu'un angle, c'est la réunion de deux demi-droites issues d'un même sommet. C'est ça la définition d'un angle. Alors, en réalité, c'est vraiment des demi-droites. Alors, quand on dit un angle de 32 degrés, c'est un abus de langage, on devrait dire un angle mesurant 32 degrés. On peut le mesurer, mais le 32 degrés n'est pas l'angle, c'est sa mesure. Souvent, on fait cette confusion-là entre un objet et sa mesure. Donc, si on veut définir des angles alternes internes, on va commencer par se donner des angles. Alors, voilà. Et on pourrait s'imaginer un angle. Voilà, ça serait un angle. Alors, réunion de deux demi-droites issues d'un même sommet. Mais si je me prends deux droites voilà, deux droites quelconques, elles vont un jour se rencontrer. On pourrait déjà les faire rencontrer. C'est fait. Alors, on appelle angle alterne interne des angles formés par deux droites coupées par une séquente si trois conditions sont réunies. Premièrement, sont situés de part et d'autre de la séquente. Alors, j'en ai un là, par exemple, et j'en ai un autre, je vais changer de couleur, ici. Ensuite de ça, ils sont situés entre les deux droites, ce que nous avons en ce moment. S'ils étaient situés à l'extérieur, on dirait qu'ils sont alternes externes. Et ils ne sont pas adjacents, ils ne se touchent pas. Dans cette configuration-là, les angles alternes internes ne sont pas équivalents. Ils n'ont pas une mesure équivalente. Donc, je vais changer le codage pour être sûr qu'on ne pense pas qu'ils ont la même mesure. Voilà. Donc, c'est important d'être précis. Des angles alternes internes, avec des droites quelconques, c'est ça. Il y a le cas particulier où les droites sont parallèles. Dans ce cas-là, on va dire que les angles alternes internes sont isométriques, mais ça, c'est une propriété qui doit être démontrée, donc qui a dû être démontrée dans le passé. Mais c'est donc important de voir les définitions, puis ça nous permet vraiment de distinguer d'un cas à un autre. Deuxièmement, l'énoncé mathématique. En mathématiques, un énoncé est une affirmation nous donnant des informations relativement à des concepts mathématiques. Cette affirmation peut être vraie ou fausse. Par exemple, on pourrait affirmer que tous les rectangles de même aire ont même périmètre. Tous les rectangles de même aire ont un même périmètre. Cette affirmation doit être vérifiée. Alors, si elle est fausse, on peut assez facilement vérifier qu'elle l'est avec un contre-exemple, on verra tout à l'heure. Et si elle est vraie, on doit donc y aller avec un cas plus général pour démontrer qu'elle l'est toujours. On en reparlera aussi tout à l'heure. Ensuite, on a la conjecture. En mathématiques, la conjecture est un énoncé que l'on croit vrai, mais que l'on n'a pas encore démontré, un peu comme celui qu'on vient de voir il y a un instant. Les mathématiciens appellent conjecture ce que les scientifiques appellent hypothèse. Donc, bien important de voir la différence.
En science, notre hypothèse est ce qu'on pense vrai. Donc, on pense que lorsqu'on va faire tomber deux balles de poids différents, la balle la plus lourde va tomber avant, ou pas. C'est ce qu'on pense. On ne l'a pas encore démontré, on ne l'a pas encore vérifié. Alors, la conjecture en mathématiques, c'est analogue à l'hypothèse en sciences. Un exemple, tous les triangles de même base et de même hauteur ont une même aire. Donc, pour énoncer cette conjecture-là, on pourrait faire plusieurs essais et pour se convaincre que finalement on a raison. Alors, se convaincre qu'on a raison, donc pour énoncer une conjecture, on peut prendre plusieurs moyens. Ça ne rend pas la conjecture vraie. Ça fait en sorte qu'on est convaincu que la conjecture est vraie. Alors, il faudra donc vérifier. Elle aussi, on doit la soumettre au test. En mathématiques, un théorème est une conjecture qui a déjà été démontrée. Alors, ça a déjà été une conjecture et puis on était convaincu que c'était vrai et on a réussi à démontrer que ça l'était toujours. Un exemple. Un exemple très connu. Si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés de ses cathètes, c'est-à-dire les deux plus petits côtés, égale le carré de son hypoténuse, le plus long côté. On appelle cathète et hypoténuse vraiment des côtés d'un triangle rectangle. C'est le théorème de Pythagore. Très connu. On a un autre exemple moins connu. Si un triangle est rectangle, encore, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Alors, il y a la notion de cercle circonscrit. Donc, un cercle circonscrit, c'est un cercle qui est autour d'une figure et qui touche à la figure en tout point. Alors, un cercle inscrit, c'est un cercle qui est dans une figure et qui touche la figure. Donc, cette notion-là. Donc, si on se dessine un triangle rectangle, ça nous prend un cercle circonscrit. Alors, j'ai dessiné un diamètre, un cercle et un de ses diamètres. Et ce théorème-là est tellement fort que peu importe où je vais placer l'autre point, mettons ici, lorsque je vais tracer, je vais obtenir un triangle rectangle. Alors, si j'appelle O le centre, A ce sommet, B celui-ci et C celui-là, on se retrouve avec un triangle rectangle en B. On comprend que ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe où on se retrouve, on place le sommet B, ça va toujours créer un triangle rectangle. Ça a déjà été démontré. Le but ici, c'est pas de le démontrer. Donc, de montrer différents théorèmes. Il y en a des centaines et des centaines de théorèmes en mathématiques. J'ai voulu juste montrer deux exemples. Alors ici, c'est particulièrement puissant comme théorème. Ça dit que si c'est un diamètre, alors AC d'un diamètre, ça veut dire que AO et OC sont des rayons, mais il faut comprendre aussi que de n'importe quel point du cercle jusqu'au centre, c'est aussi un rayon, notamment B. Alors on pourrait rejoindre un segment de droite ici, puis on aurait encore un rayon là. Alors voilà, le but, c'est pas de spécialiser sur ce théorème, c'est de montrer des exemples de théorèmes. Ensuite de ça, on a le théorème réciproque. La réciproque. En mathématiques, la réciproque d'un énoncé est un autre énoncé dans lequel l'hypothèse devient la conclusion. On n'a pas tout à fait vu l'hypothèse, ni la conclusion, on va voir ça. Et la conclusion devient l'hypothèse. La réciproque d'un énoncé n'est pas toujours vraie. Donc, quand elle l'est, on appelle ça un théorème réciproque. Mais ce n'est pas toujours vrai. Alors, voyons un exemple de théorème réciproque. Alors, d'abord, commençons avec celui-là. Dans un triangle, si le carré de la mesure du plus long côté est égal à la somme des carrés des mesures des deux autres, alors ce triangle est rectangle. C'est celui qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Elle est très, très pratique en construction. Ça nous sert à déterminer, à obtenir des angles droits en utilisant ce théorème. Deuxième, celui qu'on vient de voir, qui était moins connu. Si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Alors, si on veut la réciproque, on va commencer. Donc, ça, c'est notre hypothèse. Ça, c'est notre conclusion. Notre conclusion va devenir l'hypothèse et l'hypothèse va devenir la conclusion.
Ça va donc s'énoncer ainsi. Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle. Le diamètre est son hypoténuse. Ensuite, le contre-exemple. En mathématiques, un contre-exemple est un exemple qui réfute une conjecture, donc qui prouve que c'est faux. On va prendre la conjecture qu'on avait énoncée tout à l'heure, qui disait que deux rectangles qui ont la même aire ont nécessairement le même périmètre. Alors, on va vérifier ça. Il suffit d'un contre-exemple pour prouver que quelque chose est faux. On va commencer avec nos deux rectangles. On va se doter de deux rectangles avec la même hypothèse. D'abord, on va les nommer A, B, C, D pour le premier, S, T, U, V pour le second. Alors, on va partir avec notre hypothèse qu'on s'était donnée, donc de même aire. Donc, disons que le premier a une base de 8 et une hauteur de 3, ce qui va nous donner une aire de 24 cm². Si on complète, on a 8 cm aussi et 3 parce qu'on veut aller déterminer le périmètre. Alors, le périmètre va nous donner 2 fois 8, 16 plus 6, 22 cm. Le second, on part avec la même hypothèse. On se disait que lorsqu'ils ont la même aire, ils ont le même périmètre. On veut la même aire. Alors, 4 par 6 va nous donner une aire de 24 cm². On va compléter aussi pour aller déterminer son périmètre. Alors, 4 cm et 6 cm, ce qui va nous donner un périmètre de 2 fois 6 plus 2 fois 4, 20 cm. Alors, on voit véritablement bien que deux rectangles de même aire n'ont pas le même périmètre. Il suffit d'un exemple pour en conclure ainsi. Ensuite, on a l'hypothèse. En mathématiques, l'hypothèse est l'ensemble des informations connues dont on peut se servir dans le cadre d'une démonstration. Alors, c'est ce sur quoi on s'appuie pour en arriver à la conclusion. Alors, attention de ne pas confondre avec l'hypothèse scientifique qui, je pense que ceci se passera. Alors, l'hypothèse, c'est pas ça. Donnons-nous un exemple. On a parlé tout à l'heure des angles alternes internes. Alors, si on se donne comme hypothèse qu'on a deux droites parallèles coupées par une droite sécante. Alors, on va s'écrire ça comme hypothèse. Alors, notre hypothèse va être basée sur la figure de représentation qu'on a à droite. Alors, on pourrait dire ainsi, soit AC, donc soit AC parallèle à GH. Alors, bien important, premier principe, lorsqu'on utilise des symboles mathématiques pour faire une description, on ne la mêle pas de langage courant aussi. Donc, j'ai dit AC parallèle à GH. C'est clair que on parle ici des droites. Donc, c'est le symbole qu'on utilise pour droite. Juste nommer deux points par lesquels passe la droite. AC parallèle à GH, ce sera notre première partie de l'hypothèse. L'autre partie de l'hypothèse, c'est que DF est une séquente. Alors, on va dire que DF est séquente de AC et GH coupant en B et E. Voilà notre hypothèse. La conclusion à laquelle on aimerait arriver, donc la conclusion mathématique maintenant, c'est que les angles alternes internes sont isométriques. Et maintenant, la démonstration. Alors, une démonstration est un raisonnement logique qui permet de prouver qu'une affirmation est toujours vraie. Alors, les techniques de démonstration varient selon qu'on tente de démontrer une relation numérique ou géométrique. Donc, ici, en géométrie, ce qu'on voudrait faire, par exemple, avec notre hypothèse, donc on a deux droites parallèles coupées par une séquente, on voudrait montrer que les angles alternes internes sont isométriques. Alors, nous, ça c'est un des théorèmes que vous possédez déjà.
En principe, il a déjà été démontré. Par exemple, on voudrait montrer que les angles dont je viens de tracer en vert leur ouverture, l'angle HED est isométrique à l'angle ABF. On voudrait montrer ça. Alors, on va faire cet exemple. Donc, avant de commencer, il est important d'expliquer les principes d'une démonstration. Alors, chaque affirmation qu'on fait, on doit être capable de la justifier. On doit la justifier. On ne peut prendre pour acquis que les éléments de l'hypothèse et ce qu'on a démontré précédemment. Donc, on peut se servir de certains théorèmes, des affirmations qu'on a fait avant, puis on a correctement justifié. Il faut faire attention aux preuves circulaires. Donc, les preuves circulaires, on ne s'en aperçoit pas, surtout lorsqu'on débute en démonstration. On se sert de la conclusion dans sa preuve. Donc, on se sert du fait que ici, les angles alternes internes sont isométriques sans s'en apercevoir, puis finalement, on réussit à faire quoi? Rien, parce qu'on a supposé que c'était vrai en bout de ligne. Donc, ça, on appelle ça une preuve circulaire. Il faut aussi faire attention aux conventions du langage mathématique, s'assurer que c'est rigoureux et c'est clair. Et surtout, attention aux conclusions hâtives. Donc, nécessairement, forcément, il est évident que, par exemple, ici, on pourrait être tenté de dire que puisque les droites sont parallèles, ben forcément, ces deux angles sont isométriques. Mais c'est ça qu'on veut démontrer. Si on utilise un mot comme forcément, on démontre absolument rien. Alors, c'est sûr que c'est ce qu'on appelle une conclusion hâtive. Aussi, il faut faire attention à une chose, c'est pas parce qu'un énoncé mathématique est simple que sa démonstration l'est nécessairement. Alors, par exemple, ici, c'est assez simple de comprendre que les angles alternes internes seraient isométriques. Ça ne veut pas dire que ça sera simple à démontrer. Il va falloir utiliser une petite astuce. Alors, l'astuce consiste à se doter de deux droites perpendiculaires. Donc, j'ai créé la droite UE perpendiculaire à la droite AC. On a le droit de faire ça. On a le droit d'ajouter des objets. De même, j'ai créé la droite VB perpendiculaire à la droite GH. Alors, ces deux droites perpendiculaires, on veut démontrer qu'elles sont parallèles entre elles. On ne peut pas le supposer. On veut le démontrer. Alors, écrivons maintenant nos hypothèses et la conclusion visée. Alors, notre hypothèse, donc on partait avec les droites parallèles. AC est parallèle à GH. Ça faisait partie de ce qu'on voulait démontrer. Donc, si on a deux droites parallèles coupées par une séquente, ça forme des angles alternes internes isométriques. Donc, on doit partir avec ça, avec une séquente. Et là, on vient de rajouter deux objets. On vient de rajouter deux droites qui sont perpendiculaires respectivement à la droite AC et à la droite GH. La conclusion. On veut démontrer que ces hypothèses nous amènent à dire que l'angle UBE est isométrique à l'angle BEV. Bon, rappel de certains symboles. Ce symbole-là veut dire parallèle. Ensuite de ça, ces symboles-là veulent dire perpendiculaire. Et là, on parle ici de l'isométrie. Donc, ceci, c'est isométrique. Deux angles sont isométriques s'ils ont la même mesure. Donc, une autre façon, j'aurais pu écrire à la place la mesure de l'angle UBE, donc ça devient un nombre, égale à la mesure de l'angle BEV. Donc, un nombre égale un nombre, mais des angles sont isométriques. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai dit, chaque affirmation doit être justifiée. Ça peut être plus simple pour ne pas l'oublier de se faire vraiment deux colonnes. Ça peut être un tableau, juste deux colonnes comme ça. Mais c'est même pas nécessaire d'écrire affirmation et justification. L'important, c'est de le faire. Alors, première chose qu'on va dire, c'est que la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite UE par hypothèse. On l'a ici. La droite AC, elle est parallèle à la droite GH. Par conséquent, la droite UE est aussi perpendiculaire à la droite GH. Alors voilà. Donc les premières, AC perpendiculaire à UE.
par hypothèse, AC parallèle à GH par hypothèse. Je vais mettre des guillemets pour éviter de répéter tout le temps. Alors, on va se servir d'un théorème qu'on a vu dans le passé. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont nécessairement parallèles entre elles. Ce qui va nous permettre d'affirmer que deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. Donc, si on a deux droites parallèles, c'est forcément qu'elles sont perpendiculaires à la même droite. Alors, on peut conclure que GH est perpendiculaire à UE. De même, on peut conclure que BV est perpendiculaire à AC. Je vais écrire les justifications qui nous y amènent. Alors, VB perpendiculaire à GH par hypothèse. On a déjà que AC parallèle à GH, aussi par hypothèse. Et on va à nouveau utiliser le même théorème. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont nécessairement parallèles entre elles, mais cette fois-ci pour affirmer que VB est perpendiculaire à AC. Donc, par le même théorème. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles entre elles. J'ai maintenant ajouté sur la figure, en rouge, la déduction qu'on vient de faire, comme quoi on a deux nouveaux angles droits. Finalement, on peut conclure que cette figure, c'est un rectangle, parce qu'il y a quatre angles droits. Voilà, donc le quadrilatère ABCD est un rectangle, il possède quatre angles droits, c'est sa justification. C'est important parce que là, on va pouvoir conclure, on va pouvoir déduire que si c'est un rectangle, alors ses paires de côtés, ses paires de côtés opposés sont égaux. Alors, les côtés opposés d'un rectangle sont égaux. On peut dire aussi qu'ils sont isométriques. Sont isométriques. Isométrique, ça vient de isos, métron, même mesure. Alors, on va dire ici que les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques, c'est-à-dire que UB est isométrique à VE. On pourrait écrire aussi, leurs mesures sont égales, mais je préfère isométrique, c'est moins long. Ensuite de ça, on va affirmer que UE est isométrique à VB. Par la justification, les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques. Maintenant, si on considère les triangles qui sont formés à l'intérieur, on peut dire ici que le triangle BUE a un angle droit. Le triangle BVE a un angle droit, donc ces angles-là sont isométriques. On dit que BV est isométrique à EU, donc c'est ce qu'on vient d'affirmer. On a que ce côté est isométrique à celui-là. Alors, on va utiliser une propriété des triangles isométriques, alors qui dit que lorsqu'on a deux côtés ayant un angle isométrique compris entre deux côtés isométriques, on est dans la condition CAC. Je vais vous présenter ces cas de triangles-là bientôt. Alors, on se retrouve donc dans le cas CAC d'isométrie des triangles, ce qui va nous permettre de dire que ces deux triangles-là sont isométriques. Alors, donc, j'ai affirmé que les deux angles droits sont isométriques par hypothèse. On peut préciser, ils sont droits tous les deux. Maintenant, j'affirme donc que les deux triangles sont isométriques et je vais le justifier avec la condition minimale d'isométrie des triangles. Alors voilà, là. Donc la condition minimale d'isométrie des triangles CAC, donc je vais l'écrire ici, c'est intitulé ainsi, c'est un théorème. Deux triangles ayant une paire d'angles isométriques comprises entre deux paires de côtés homologues isométriques sont isométriques. Alors je vais vous énoncer l'ensemble des conditions minimales d'isométrie des triangles lors d'une prochaine leçon. Ça, c'est la première, donc condition minimale d'isométrie des triangles CAC. On l'appelle aussi le premier cas d'isométrie. Alors, on vient de conclure que ce triangle est isométrique à ce triangle.
faut comprendre que dans deux triangles isométriques ont des côtés isométriques et tous leurs côtés isométriques et tous leurs angles isométriques, notamment celui-là. Alors cet angle est isométrique et celui-là, qui sont des angles homologues. Ça vient de conclure la démonstration. Alors on affirme que l'angle UBE est isométrique à l'angle VEB. Il faut les nommer avec les éléments homologues ensemble. Pourquoi? Parce que les angles homologues de triangles isométriques sont isométriques. Bien important, la justification appropriée. Alors, c'est ce qu'on voulait montrer. Par conséquent, les angles alternants internes sont isométriques, ce qu'il fallait démontrer. Alors, ça conclut notre démonstration. Et ça conclut aussi cette leçon. L'objectif, c'était de voir l'ensemble des définitions, l'ensemble du vocabulaire lié au raisonnement déductif. Et je voulais vous montrer un exemple de comment on procède pour le faire. Alors, dans le cadre des prochaines leçons, on va se concentrer sur les triangles. La prochaine, on va mettre un peu plus d'accent sur les codes d'isométrie des triangles et rapidement, on va passer aux codes de similitude. Alors, parce que les codes d'isométrie des triangles, c'est un cas particulier du code de similitude des triangles. On va revenir définir ça aussi. C'est quoi la similitude de figure et ainsi de suite.